Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Nous débutons ce soir donc l'examen du projet de loi de finances pour 2025 en séance publique, dans un contexte où la situation de nos finances publiques a rarement été aussi difficile et contrainte. Les débats en commission ont permis de poser des visions politiques très différentes, mais dans un climat plutôt serein. Nous regrettons de ne pas avoir la présence des ministres, mais je sais que c'est la règle. Et là, on va pouvoir, dans cet hémicycle, débattre avec vous et pouvoir confronter nos positions et nos propositions. Et je pense que ce débat est sain avec le gouvernement. Un grand regret est que nous ne puissions pas examiner les dépenses avant les recettes. On le fait dans le budget de nos communes. Cette inversion m'a toujours gêné, mais bon, c'est la règle depuis maintenant pas mal d'années. Nous avons toutefois décidé de voter contre cette première partie qui concerne les recettes en commission. En effet, le texte tel qu'issu de la commission était très loin de l'équilibre du texte initial dont nous soutenons les grandes orientations. Faire peser l'essentiel de l'effort budgétaire sur une hausse inconsidérée de la pression fiscale reviendrait à se retrouver dans une situation analogue à celle qu'on a connue dans notre pays au cours des périodes 2010-2014. En raison de la crise des dettes souveraines, la France avait alors procédé à un rééquilibrage budgétaire extrêmement important, notamment par d'importantes hausses de prélèvements obligatoires pour les entreprises et surtout les ménages, annihilant la timide reprise de l'économie européenne et renforçant la crise avec des conséquences dévastatrices pour nos finances publiques. Nous ne voulons pas répéter ces mêmes erreurs. Ainsi, l'effort de 60 milliards d'euros devra être atteint en priorité par une réduction de la dépense publique, ça a été dit plusieurs fois dans cet hémicycle. Nous devons apprendre à dépenser moins en dépensant mieux. Cette baisse ne peut se faire par un coup de rabot aveugle, touchant toutes les politiques, toutes les administrations, mettant en danger les politiques que nous avons mis en place au cours des dernières années en matière de formation professionnelle, d'agriculture, de santé, de recherche ou de réarmement de nos forces militaires, de la justice, de notre police. Ça serait une grave erreur. Ainsi, cette baisse de la dépense doit procéder d'un travail important d'évaluation qui doit être amplifié à tout niveau. Et j'espère, chers collègues, que nous saisirons plus franchement de notre mission constitutionnelle d'évaluation, un peu le parent pauvre de notre Assemblée, dans les prochaines semaines. Les travaux d'évaluation d'ores et déjà disponibles ont amené notre groupe à identifier des dispositifs à rationaliser. Et on y reviendra au cours du débat budgétaire. Dans le même temps, au vu de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons, le rétablissement des finances publiques devra également passer par une hausse modérée mais courageuse de nos recettes fiscales. Chacun doit participer à cet effort, y compris les plus aisés d'entre nous. Nous saluons la mise en place d'une taxe sur le rachat d'actions que nous défendons depuis plusieurs années au groupe Les Démocrates, ou d'une contribution minimale sur les hauts revenus. Ces mesures vont dans le bon sens. Nous pensons toutefois qu'il faut aller plus loin en matière de justice fiscale. Nous avons fait diverses propositions dans ce sens en commission et nous reproduirons l'exercice en séance publique avec des ajustements liés à nos débats et aux commentaires que l'on a pu voir depuis la commission. S'agissant de la contribution différentielle sur les hauts revenus, nous restons très prudents sur son caractère provisoire. Dans le cadre du débat parlementaire, nous devons réussir à sécuriser le rendement escompté, sans quoi nous nous exposerions une nouvelle fois à un dérapage du déficit public. Il faudrait au moins le laisser perdurer jusqu'à un rétablissement raisonnable de nos finances publiques. J'avoue que je n'aime pas beaucoup les dates qui sont mises dans les textes financiers parce qu'on les tient rarement et l'expérience doit nous appeler à une grande prudence dans ce domaine. Après analyse et tentative de modélisation de cette contribution différentielle n'est pas neutre. Mais après le débat en séance et échange avec vous, Monsieur le Ministre, nous verrons s'il est pertinent de rehausser le taux de la flat tax qui peut concerner aussi les petits épargnants, même s'ils ont la possibilité d'opter à l'impôt sur le revenu, ce qui n'est pas neutre dans certains cas pour des montants raisonnables de distribution de dividendes. Toutefois, le débat reste entier entre la contribution du revenu du travail, toutes charges confondues, et la contribution du revenu du capital au budget de l'État.
Comme en commission, nous proposerons également d'augmenter le taux de la quote-part pour frais et charges de la niche Copé pour tenir compte de l'évolution du taux d'IS. La taxe est passée de 4 à 3% simplement par l'effet de la baisse de l'impôt société à 25%. Enfin, en ce qui concerne l'assurance vie, il n'est pas question dans notre proposition d'en révolutionner la fiscalité attractive, comme certains l'ont laissé entendre, mais pour les nouveaux contrats, je dis bien pour les nouveaux contrats, de la rapprocher du droit commun une fois avec l'abattement de 152 000 €, et ensuite seraient conservés les taux de succession en ligne directe, une taxe bien autonome. Une seule véritable innovation dans cette proposition, le taux marginal de 31,25 passera à 45, applicable à compter de 1 800 000 €. Nous sommes très loin d'une modification majeure. Mais comme je le disais en introduction, la hausse de la fiscalité doit être mesurée, sans quoi l'attractivité de notre économie et notre croissance s'en verraient durablement atteintes, aggravant plus encore notre situation. En parallèle du défi majeur que constitue le rétablissement de nos finances publiques, ce PLF ne doit pas nous exonérer d'adresser des réponses fortes aux attentes de nos concitoyens. Notre pays fait face à une crise du logement à laquelle nous devons répondre. À la crise larvée déjà ancienne, s'est additionnée depuis 2 ans et demi une crise conjoncturelle en raison de la forte hausse des taux d'intérêt et de l'explosion des coûts de construction dont nous commençons tout juste à nous remettre. Au-delà de l'aspect social qui voit des milliers de familles en difficulté, cela peut devenir une catastrophe économique pour tout un secteur. Notre réponse, certes, ne peut être que fiscale, mais tout de même, nous pensons que certaines évolutions pourraient être consenties dans ce projet de loi de finances pour fluidifier le marché. Je suis certain que cette question mérite un grand texte autonome, avec un volet fiscal ambitieux, un grand texte qui traiterait du logement social, de l'accession à la propriété, en ce compris le PTZ élargi, du statut d'investisseur immobilier, un sujet que nous portons avec mon collègue rapporteur général Charles de Courson, d'une réforme des plus-values immobilières en protégeant bien évidemment la résidence principale pour répondre aux problématiques de la rétention foncière, notamment dans certaines zones. Bien évidemment, cette réforme systémique devra s'étaler dans le temps, ne pas être immédiate, avec une réflexion. Aussi parce que le rétablissement des finances publiques dépendra de notre capacité de créer la croissance à long terme, nous devons continuer à investir dans l'innovation, dans la formation, dans le développement et la protection de nos entreprises. Nous voulons aussi protéger la petite entreprise en augmentant le taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les PME de 42 500 à 60 000 € et sans pour autant toucher au statut juridique et fiscal de l'auto-entrepreneur. Le pacte du travail doit être protégé, mais il doit être aussi encadré. Son encadrement assurera sa pérennité. Enfin, la crainte sur la dette financière ne doit pas nous conduire à oublier l'enjeu existentiel de la dette climatique. Le changement climatique est le défi de notre siècle, comme nous le montrent les différentes catastrophes climatiques qui se succèdent ces derniers mois. Nous devons essayer de réduire le plus possible ces causes, notamment en investissant dans les énergies propres, comme le nucléaire ou les énergies renouvelables, mais aussi de nous adapter à ces conséquences, en accompagnant ceux qui en souffrent le plus directement, comme nos agriculteurs. Monsieur le ministre, chers collègues, le budget pour l'année qui vient, à la fois dans le fond et dans la forme de son adoption, est pour moi historique. Nous devrons à la fois fixer un cap clair et crédible du rétablissement de nos finances publiques, en continuant à investir, et réformer pour répondre aux attentes des Français. Au groupe démocrate, nous sommes prêts à engager ce travail dans un esprit de dialogue, de compromis, de responsabilité. J'ai envie de vous dire, mes chers collègues, pour terminer, que le moment est venu de nous serrer les coudes en pensant aux générations futures. Je vous remercie.